Le WAMcast. Toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du WAMcast, votre podcast dédié à la visibilité et à l'autorité digitale des marques. Les marques qui sont mises à rude épreuve justement dans cette bataille de visibilité et dans ce nouveau contexte digital. Comment peuvent-elles encore gagner la confiance de leur audience ? En quoi la complémentarité entre Own Media et Earn Media appuie l'autorité digitale des marques et quels en sont les enjeux ? Des questions, de vastes questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce numéro 53. Pour cela, j'ai la chance d'être accompagnée de 3 experts de l'agence SWAM sur le sujet. Dana Mikalev, consultante RP. Salut Dana. Bonjour tout le monde. Premier WAMcast, ça va le faire. T'es bien accompagnée. Ouais, j'espère que ça va bien se passer. Et Géraldine Scholzer, directrice du pôle éditorial. Salut Géraldine. Bonjour à tous. Et enfin Nicolas Violou, directeur RP. Salut Nicolas. Bonjour. Alors je propose peut-être de rappeler les notions clés de ce sujet, en commençant peut-être par celle d'autorité digitale. Géraldine, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est pour démarrer ? Ok, pas de souci. Je dirais que l'autorité digitale, en fait, c'est le rayonnement de la marque dans son écosystème digital. Un rayonnement qui se manifeste à la fois à travers l'expertise, la pertinence, la fiabilité de ses prises de parole, mais aussi en fait ses interactions avec son audience et également et surtout à travers la confiance dont bénéficie la marque auprès de sa cible. Et pour certains d'ailleurs, ça n'ira pas sans rappeler au passage les critères d'évaluation de Google EEAT, expertise, expérience, autorité et fiabilité. Oui, j'ajouterais une dimension qui me paraît essentielle. Les internautes, quel que soit leur but, cherchent de l'info, des réponses intéressantes et fiables. Donc être autoritaire pour une marque, c'est réussir le tour de force de faire coïncider sa marque avec les thèmes et les thématiques qui la caractérisent. Pour y arriver, il faut maîtriser les choses, c'est-à-dire être émetteur de son marketing et de sa com. Pas d'autre solution finalement que de passer par le owned et le earned. Ça fonctionne par tous les canaux, pour tous les canaux, et pour tous les customer journey. Et justement, ce que tu appelles le owned et le earned, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est, Nicolas, pour ceux qui ne savent pas ou qui auraient peut-être tout simplement des doutes ? Oui, bien sûr. En réalité, il faut partir de la notion de poème, P-O-E-M, voilà, 4 majuscules, qui comprend 3 notions distinctes. Le P, c'est pour paid, pour lequel on ne va pas beaucoup s'arrêter, qui est finalement donc le paid media, qui correspond à la visibilité achetée par la marque. On parle ici de la pub TV, du display, des articles sponsorisés, etc. Qui peut être d'ailleurs un super canal à utiliser en complémentarité. Bien sûr. Et le second qui est le owned, qui correspond lui à un contenu et des canaux propriétaires de la marque. Celle-ci se fait finalement média. Elle produit un contenu qui peut prendre une multitude de formes, du texte, de l'image, des vidéos, des podcasts, et j'en passe et des meilleurs, sur lequel elle va s'appuyer pour animer des canaux sur lesquels elle a la main également. C'est-à-dire son site internet, où elle va présenter ses solutions, des interviews de ses patrons par exemple, son blog ou même ses médias sociaux, pour n'en citer que quelques-uns. Donc si je suis bien, le WAMcast que nous enregistrons actuellement fait bien partie du Own Media. Absolument. Et puis en fait, après il y a le Earn qui correspond lui à des contenus repris volontairement et donc gratuitement par les médias tiers. C'est-à-dire des journalistes ou depuis quelques années des influenceurs. Ils s'appuient sur votre contenu pour fabriquer finalement et sourcer leur propre contenu. En 2018 d'ailleurs, Cision a publié une étude qui est assez intéressante qui mettait en exergue son efficacité du earned, ou du moins le fait que les pros la considéraient comme le levier le plus efficace. Pour autant, la même étude soulignait dans le même temps que les plus gros investissements se faisaient sur le paid et le owned. En réalité, le sens de l'histoire est plutôt de jouer la complémentarité entre le owned et le earned, qui partagent beaucoup en termes de storytelling, de forme, mais aussi d'approche, en favorisant des contenus riches et fiables, chargés de sens et permettant d'aligner la marque avec ses thématiques et ses cibles. Dana, sur ces 2 notions, est-ce que tu aurais des précisions à ajouter peut-être ? Alors moi, je vois un peu ça comme un orchestre. Tu vois, tu as devant toi différents instruments. Et comme dans un orchestre, ça marche vraiment que si tout joue ensemble et de manière coordonnée. Tu vois, quand une marque est relayée et citée par des acteurs externes, ça renforce sa crédibilité. Et cette crédibilité, elle va rejaillir sur la perception de ses contenus own. À l'inverse,
Un bon contenu own, bien construit, peut devenir une base solide qui va être amplifiée par les médias ou les influenceurs. En bref, c'est en alignant ces deux leviers qu'on arrive à créer une vraie symphonie digitale et qu'on pose l'autorité de la marque. L'autorité de la marque, merci. Tu fais bien d'y revenir, Dana. Transition toute trouvée. Géraldine, tu as parlé tout à l'heure d'expertise, de pertinence, de fiabilité. En quoi le contexte digital actuel pousse les marques à développer tout cela ? Le contexte digital, en fait, il évolue à grande vitesse. On le voit tous. On a tous entendu parler d'infobésité, de content shock. Il y a tout un champ lexical qui se développe autour de la saturation, l'inflation des contenus. Et en plus, par-dessus, les IA génératives qui se développent amplifient notamment ce phénomène. Et l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe ? Il est confronté à une offre pléthorique de contenu sur une multitude de canaux de diffusion. Et la conséquence directe, il va fragmenter son attention. C'est d'ailleurs intéressant, le dernier Digital Report Reuters 2024 est super intéressant sur le sujet et il va révéler notamment que l'utilisation de ces actualités en ligne en fait, est en train de se morceler totalement. Sur 6 réseaux sociaux touchent désormais au moins 10% de nos répondants, alors qu'il y a 10 ans, en fait, c'était seulement 2 réseaux sociaux. Et là, on ne parle que des réseaux sociaux, on ne parle pas des autres canaux. Oui. Il y a en plus un autre point fondamental, c'est le comportement des utilisateurs qui lui aussi évolue. On est passé du Search Engine Optimization, le fameux SEO, à Search Everywhere Optimization, Dixit Monsieur Neil Patel. Même si Google domine encore largement avec 94% des parts de marché sur mobile, l'internaute, lui, recherche également sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le social search, sur les moteurs de réponse, comme ChatGPT par exemple, ou Perplexity. Et là, on est sur de l'IA search. Et voir directement sur les plateformes d'achat, comme par exemple Amazon ou eBay. Et pour ces requêtes transactionnelles, on parle là de retail search. Donc, résultat, la customer journey, elle se complexifie et les marketeurs, ils n'ont plus vraiment d'autres solutions que d'en tenir compte et d'agir en conséquence. Oui, c'est ça. On en a parlé effectivement dans notre dernier Webcast avec David. Et les marques ont en fait désormais une multitude de points de contact pour toucher leur cible. Oui, exactement, c'est ça. Et pour répondre aux besoins des internautes, qui sont formalisés ces besoins par des requêtes, derrière lesquelles se cachent des intentions, les marques doivent devenir des médias de confiance en fait, en se construisant une véritable autorité solide. Et tous leurs efforts doivent converger vers ce travail d'autorité. C'est un travail qui s'appuie notamment sur des actions owned et earned, vraiment le sujet de notre Webcast, qui sont concertées. Et il faut une harmonisation du message aussi envoyé par la marque. C'est le fameux why. Les agences de com en parlent beaucoup. Et c'est une vraie cohérence finalement entre les actifs marketing en ligne sur votre site et ceux qui sont également hors site. Et pourquoi concrètement c'est si fondamental en 2025 de jouer la complémentarité du owned et du earned media ? En jouant sur cette complémentarité, finalement, les marques, elles créent une synergie entre les contenus maîtrisés, donc le owned, et la validation externe en fait, de ces contenus. Mais ce qui est sûr, c'est que les marques, elles doivent produire des contenus de haute qualité qui sont alignés sur leur expertise. Ce sont elles qui véritablement maîtrisent leur récit, et j'insiste. Vous mettez en avant votre expertise, vos solutions uniques, vos valeurs et vos collaborateurs. Je vais vous citer une marque que les alpinistes ou les aventuriers, et d'ailleurs pas que seulement, connaissent bien, c'est Petzl ou Petzl, voilà, ça dépend. Cette marque, elle maîtrise pour moi totalement son récit et ses contenus. Leur promesse, leur récit unique, il tient en une phrase courte qu'ils mettent sur leur site. C'est Access the Inaccessible, excusez mon anglais. Et du coup, un récit qui va se décliner en une multitude de contenus, tout format confondu. Alors, il y a beaucoup de brands autour de leurs valeurs, des actions, de la fondation, mais aussi des conseils, l'animation d'une communauté. À la fois sur le site, sur les newsletters, mais également sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on verra plus tard par rapport aux personas, ils ont d'ailleurs plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui est dédié à chaque cible. Et pour moi, c'est une marque qui fait foi dans son écosystème, et notamment avec les mentions que la presse peut lui accorder. Et les mentions dans la presse, ça, c'est le earned de Nicolas, si on a bien compris. Exactement, tu as bien compris. Le earned media vient en fait apporter la validation, la caution objective que l'on attend du journaliste ou du média.
D'une certaine façon, il certifie une compétence, une légitimité ou une pertinence à prendre la parole sur une thématique sur laquelle la marque se veut référente ou cherche à se positionner. Dans cette démarche, le média a fait le choix d'interroger, de citer une marque parce que son contenu, sa démarche, ses réponses ou ses solutions offrent du sens, une illustration en cohérence avec le propos qui est le sien. En quelque sorte, le earned media se transforme en deserved media, en visibilité et autorité méritée, comme j'ai pu le développer il y a quelques temps dans un article qu'on avait publié dans Madines en 2020 pour être précis. Donc à l'heure du search et de l'émergence de l'IA et des LLM, s'appuyer sur le earned media en complémentarité avec le owned media est essentiel pour préempter vos sujets et vous positionner comme leader. Je dirais même que sans stratégie de owned et de earned media, aucune chance d'être visible et donc encore moins d'être autoritaire. L'autorité digitale de la marque en fait passe impérativement par là. Et est-ce qu'on aurait un exemple concret pour illustrer tout ça ? Dana, toi qui es directement dans l'opérationnel au sein de l'agence SWAM, je suis sûre que tu en as au moins un ou deux sous le coude. Carrément, je vais te donner un exemple concret. On travaille donc depuis plusieurs années avec un client dans le domaine des piscines. Et notre mission de départ était de structurer et enrichir leur site via des contenus qui avaient pour but d'asseoir leur expertise et de les positionner comme référence du secteur. On a ensuite amplifié cette dynamique avec une stratégie RP. L'idée était de capitaliser sur les synergies de nos expertises et donc on a donc créé des contenus qui mettent en avant leur innovation et des exemples concrets d'application. Cette combinaison, elle a permis de décrocher des retombées presse significatives et d'amplifier la portée des contenus own auprès d'un public plus élargi. Tu as dit capitaliser sur les synergies de nos expertises, c'est un point important je pense, j'aimerais bien y revenir. Tu parles certainement de la complémentarité entre ton pôle relations presse et celui de l'édito. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour optimiser l'efficacité de vos actions finalement ? En fait, l'édito utilise la veille faite en RP et inversement pour trouver de nouveaux sujets à traiter. Et vu que la stratégie édito nécessite généralement une étude de mots-clés, forcément les tendances du marché sont plus facilement identifiables pour anticiper les sujets, tu vois. Et donc on essaie aussi au maximum de corréler nos plans de publication et les sujets qu'on traite. On étoffe aussi leur espace presse et bien sûr tout ça en veillant à diversifier les formats et les contenus pour donner envie. Mais franchement, s'il y a une chose à retenir dans tout ça, c'est que quelle que soit la nature du contenu, tout ça demande une vraie compréhension des enjeux spécifiques à chaque marque. Et on ne peut pas juste placer un contenu comme ça. Il faut vraiment analyser les enjeux du marché, comprendre le positionnement de son client dans l'écosystème, identifier les marronniers et créer ensuite du storytelling autour de la marque, une histoire qui parle au public cible et qui est percutant pour capter l'attention des médias. C'est vrai qu'on n'a pas précisé ce que c'était les marronniers, mais c'est la rentrée, c'est toutes ces phases qui reviennent chaque année. Tout à fait, c'est vraiment les grands événements de l'année et qui sont récurrents annuellement. C'est vachement important ce qu'elle dit, Dana, parce qu'on a vraiment travaillé cette synergie dès le début en fait, de la réflexion jusqu'à la production. Et c'est là où, on y reviendra tout à l'heure, mais lever les silos et le silotage qu'il peut y avoir entre les expertises, c'est primordial en fait. Oui. Et du départ en fait, de la réflexion jusqu'à la production et pas uniquement sur la production. Justement, pour revenir un petit peu sur les contenus, quel type de contenu aujourd'hui les marques doivent-elles produire pour se démarquer et capter l'attention des médias ? Je dirais que tout dépend de votre audience, de vos objectifs, du message à faire passer. Même si aujourd'hui, la vidéo, c'est le format incontestable. Si on reprend le fameux Digital Report que j'ai nommé tout à l'heure de Reuters, c'est une source d'information en ligne de plus en plus importante, en particulier auprès des groupes les plus jeunes, puisque 66% d'entre eux consultent des vidéos d'actualité courtes. Donc il ne faut pas oublier la vidéo, c'est primordial, virale en plus, donc important. Mais plus globalement, quel que soit le format, ce qui est essentiel, ça va être la qualité, l'authenticité, l'originalité du contenu produit qui va permettre d'avoir des mentions et du coup d'appuyer sa légitimité et d'asseoir votre autorité. Tout le monde a dû entendre parler de Rand Fishkin, qui est un nom incontournable en fait en marketing digital et qui est le fondateur aussi de SparkToro. Il est maître en la matière dans son domaine d'activité et il produit justement en misant sur le qualitatif plus que sur le quantitatif. C'est ça, toujours produire moins mais mieux. Oui, c'est ça. Et en plus, ces posts à monsieur Rand Fishkin sont toujours enrichis, argumentés, appuyés par des études chiffrées et souvent exclusives. Au passage, Géraldine, si je me permets, les études... Permets-toi.
Les études, les baromètres, ce sont vraiment des formats qui sont très plébiscités par les journalistes. Mais attention, l'idée, c'est pas d'en proposer à tout va à nos clients. Tout va dépendre de la cible et de ce qui est pertinent pour le secteur, bien sûr. Mais bon, globalement, c'est vrai qu'un chiffre impactant, ça donne toujours du poids à un article. Et ça se voit, les médias ont tendance à relayer plus facilement. Et sur les réseaux sociaux, ces contenus génèrent davantage d'interactions. Les posts sont plus partagés, repris, republiés, commentés, voilà. On n'a pas encore évoqué les IA et ce contexte de méfiance parfois qu'elle instaure. Est-ce qu'on peut dire que cette synergie donc entre owned et earned media installe un climat de confiance entre la marque et l'utilisateur ? Je pense que le contexte de méfiance à l'égard de l'IA est un peu le fruit d'une illusion, hein. Ce qui fait la différence entre deux contenus, owned ou earned, c'est sa pertinence et sa fiabilité. Et finalement, après tout, qu'il soit rédigé par une IA ou pas, importe peu, pourvu qu'on ait de la qualité, que les choses avancées soient vérifiables et le cas échéant sourcées. Je pense qu'il faut aussi éviter de présenter le earned comme un supplétif du owned, ou inversement d'ailleurs. Ce n'est pas un levier simplement d'amplification, mais c'est un canal de diffusion et de génération d'autorité comme le owned. On raconte la même histoire finalement, on vise le même objectif. Le média, le support et la tonalité sont juste différents, les deux sont complémentaires. Et cette complémentarité justement entre le earned et le owned, comment elle se traduit concrètement dans vos accompagnements RP ? Est-ce que tu auras un exemple peut-être d'Anna à nous donner qui a fait la différence ? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir à quel point la synergie entre le own et le earn peut créer un effet de levier. Par exemple, on a pu observer une tendance claire grâce à des outils d'analyse, une corrélation entre le timing de certaines campagnes RP et les pics de trafic ou de recherche autour de la marque. Je m'explique. Pendant les périodes où on lançait ces campagnes, l'intérêt pour la marque avait souvent tendance à augmenter. En parallèle, les journalistes ont fini par nous identifier plus rapidement, et aujourd'hui, ce sont même eux qui viennent souvent nous solliciter pour des demandes presse. Et de notre côté, ça simplifie notre travail pour leur proposer des sujets pertinents. Les reprises sont beaucoup plus systématiques. Et c'est précisément là qu'on joue finalement un rôle clé. On connecte la marque avec les bons relais, journalistes, influenceurs, etc., pour que le message atteigne des audiences nouvelles, qualifiées, crédibles. Et au final, ça permet de multiplier les points de contact, de prouver que la marque elle est validée par des experts et de créer en fait cet effet de boule de neige où le earn nourrit l'intérêt pour le own et vice-versa. Les marques qui nous écoutent peuvent se poser la question peut-être, est-ce que tout cela a un réel impact sur le business ? Ouais, j'imagine que plus que de se poser la question, c'est ce qu'elles veulent, c'est Oui. développer leur business. Alors oui, complètement, hein, en travaillant une approche multicanale et ou omnicanal pour diffuser tous vos contenus propriétaires, en fait, chaque message va devenir une opportunité de croissance, hein. Et la multiplication des canaux, c'est mathématique, de diffusion, que ce soit les sites web, les réseaux sociaux, les newsletters, les podcasts, et ça va offrir à la marque autant de points de contact pour toucher les cibles clés. J'ajouterais même que le owned media doit servir de socle à la stratégie déployée par la marque, hein. J'utilise souvent le terme de porte-avions de la marque pour parler justement du owned. C'est de là que partent les contenus du earn qui, eux, agissent comme autant de leviers d'amplification, je ne dis pas seulement, mais aussi quand même, hein, et à terme de réassurance, et qui finalement sont autant de crédits qui viennent nourrir l'autorité digitale de la marque. C'est un duo très efficace à condition, bien sûr, de coordonner les deux, hein, comme le disait Dana tout à l'heure, avec des contenus qui se complètent, renvoient l'un à l'autre, renforcent le même storytelling et servent de source référente pour tous les moteurs de recherche et de réponse que consultent les internautes ciblés par la marque, quel que soit le secteur, la localisation ou la taille de l'entreprise, bien sûr. Très bien. Donc travailler son autorité de marque en s'appuyant sur le own et le earn et le paid si nécessaire fonctionne, donc on l'a bien compris, mais quels sont les enjeux pour les marques finalement, Géraldine ? Les marques en fait doivent s'adapter aux nouvelles règles des stratégies multicanales et omnicanales, hein, parce qu'il y a des nouvelles règles du jeu, et ça c'est le premier enjeu, hein. On l'a déjà dit, mais je le répète encore, elles doivent créer un point de contact sur le canal où se trouve leur audience, et pour ça il faut non seulement bien connaître les attentes et les besoins de sa cible, hein, idéalement en créant des personas si on estime que c'est nécessaire, mais également identifier et comprendre le parcours client de la cible, de la phase de découverte à la fidélisation, en passant notamment aussi par la phase de considération et bien évidemment d'achat, parce qu'on le sait, hein, la cible, elle va passer d'un canal à l'autre selon ses phases, il va falloir l'attraper.
Il y a une étude diffusée par SparkToro, donc toujours Ren Fishkin, qui affirme que les plateformes qui envoient du trafic aux marques ne sont pas forcément celles où les cibles placent le plus de temps. Et même si Google domine et demeure la principale source de trafic et de renvoi vers les sites avec 63,45%, il ne représente plus que 10,35% des parts de visite sur leur site. Ce qui veut dire que Google répond à un besoin d'information, mais ce besoin est créé ailleurs sur d'autres canaux. C'est ça, comme nous le soulignons en début de podcast, le search est sur tous les canaux, search everywhere, comme on le disait. C'est encore plus vrai pour certaines cibles sur certaines requêtes, évidemment. La montée en puissance des nouveaux canaux comme le social search, c'est pas facile à dire, social search, sur YouTube ou TikTok, et les interfaces IA intégrées comme ChatGPT ou Bing Chat, les marques doivent s'assurer que leur autorité est reconnue sur tous ces fronts finalement. Oui, et j'ajoute que grâce au contenu propriétaire, les marques peuvent et doivent établir un lien entre toutes ces plateformes. On part d'une idée phare qui se déclinera en plusieurs contenus, plusieurs formats. Et les marques, du coup, établissent en faisant ça des passerelles cohérentes d'un média à l'autre, du owned au earned. Et on met en place un véritable dispositif omnicanal. Soulignons d'ailleurs que l'omnicanal, c'est un peu le Graal en matière de diffusion, puisqu'on utilise tous les canaux. Et il y a une autre étude réalisée sur Tracksuit et TikTok, par Tracksuit et TikTok, qui étudie la relation entre la notoriété de la marque et l'efficacité de la publicité sur TikTok. Et elle montre qu'une notoriété de marque plus élevée est corrélée à des taux de conversion plus élevés. Et l'étude met en évidence les avantages mutuels de la construction de la marque et du marketing de performance et souligne également l'importance de les considérer comme des forces complémentaires plutôt que comme des rivaux. Ça reprend un peu ce que disait Nicolas auparavant. Et les marques ayant une forte notoriété obtiennent des taux de conversion 2,86, c'est très précis, fois supérieurs à ceux des marques à faible notoriété. Merci pour ces chiffres, c'est assez parlant en effet. Et ça me fait penser d'ailleurs à notre dernier sujet évoqué ici dans le Webcast, le Search 2025, décliné au sein de l'agence WAM. Là, on a décliné tout ça sur nos nombreux canaux. On a, nous aussi, finalement, appliqué cette stratégie. Tout à fait, c'est notre dernier projet en date d'ailleurs, en fait, le Search 2025. En gros, l'idée, c'était de construire un dispositif global décliné en plusieurs formats pour toucher les bonnes cibles et les bons canaux. On a donc mis en place des conférences clients, des webinaires, des podcasts, des mini-vidéos pour les réseaux sociaux, des articles de blog et même des e-books à télécharger. Donc chaque format avait son objectif précis, pensé pour s'adapter au public visé et au canal le plus adapté. Et les premiers résultats sont là. Les mentions dans les médias, les partages, les relais, tout ça ont vraiment boosté notre visibilité. D'ailleurs, il faut souligner un point, les outils IA comme ChatGPT ou NotebookLM ont été super utiles dans cette démarche. Ils nous ont aidés à mieux personnaliser et adapter nos messages pour chaque audience et plateforme. En résumé, tout ça nous a permis non seulement d'augmenter notre visibilité, mais aussi de générer des leads bien plus qualifiés. Et au-delà de ces stratégies multicanales, d'autres enjeux pour les marques ? Oui, le second enjeu, pour ma part, je pense qu'il est plutôt algorithmique. Les IA génératives comme ChatGPT ou Bing Chat et les LLM puisent leurs sources et génèrent leurs réponses dans les actifs de la marque. On aime bien utiliser les actifs de la marque chez WAM et c'est primordial. En d'autres termes, ces actifs, c'est dans tous les contenus propriétaires, comme par exemple les billets de blog, les contenus de marque, les contenus fixes du site. Mais ça peut être également dans les partages, les commentaires, les mentions, les UGC, User Generated Content Product. En gros, les contenus produits par le consommateur lui-même. Et là, on parle de earned. Et du coup, tout ça corrélé, la marque devient la source utilisée par les IA. Exactement. Et d'ailleurs, Géraldine a bien mis le doigt sur l'enjeu algorithmique. Et on l'a bien constaté avec plusieurs de nos clients. Si je peux me permettre, donc reprenons par exemple notre pisciniste. Si tu demandes à une IA comme Perplexity aujourd'hui des infos sur les meilleurs acteurs des piscines en kit, tu vas aujourd'hui pas seulement trouver des sources médiatiques issues de nos actions RP. Tu vas aussi trouver aujourd'hui beaucoup de contenus de la marque qui viennent directement de leur site, de leur blog ou même des guides techniques qu'on a créés pour eux. Ça montre bien que dans ce contexte, la marque elle devient une vraie source de référence pour les agents IA. Plus tu crées du contenu pertinent et de qualité, mieux tu vas alimenter ces intelligences artificielles et plus aujourd'hui tu renforces l'autorité de ta marque.
C'est vrai que l'arrivée des LLM, en général, apporte de l'eau à notre moulin, hein, même si en réalité, les bonnes pratiques et les leviers qui finalement fonctionnaient pour le SEO restent semblables, hein, ou c'est même parfois identique. Pour autant, les nombreux accords signés ou à venir entre grands médias et OpenAI, par exemple, hein, vous avez dû en entendre parler dans la presse, démontrent l'importance accordée aux médias et leur contenu par ces nouvelles plateformes. La réponse aux questions des utilisateurs se construit plus que jamais sur la base de ces articles, hein. En réalité, la réponse est construite sur des contenus riches, fiables et sourcés. On comprend encore mieux toute la valeur du earned et du owned à l'heure des Gemini, Perplexity ou SearchGPT, hein. Sans owned et sans earned, aucune chance, comme je le disais tout à l'heure, pour une marque d'être mentionnée dans les réponses ou d'être autoritaire. Les deux ne sont pas la cerise sur le gâteau de vos stratégies, comme on était beaucoup à le penser précédemment. Elles sont finalement devenues des leviers incontournables, voire impératifs pour vos stratégies. Très bien. Et dans ce contexte, concrètement, comment doivent s'organiser les marques pour gagner en efficacité ? Vaste sujet. C'est ça, grande question. Ouais, vaste sujet. On va dire exit les organisations silotées. Voilà, point, fini, j'ai terminé. En fait, il faut surtout que tous les métiers, que ce soit le marketing, la communication, le business development, la production, mais même, pourquoi pas, les RH, hein, pour tout ce qui est employé, advocacy, apprennent tous à travailler en collaboration, hein, pour une meilleure synchronisation finalement du discours de marque, hein. Et l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de lever toutes les cloisons qu'il pourrait y avoir. Alors, ça paraît simple, mais dans les faits, c'est plus complexe à mettre en place. Et bien souvent, les métiers ont l'habitude de travailler leur expertise en silo. Nous, chez WAM, on se force, hein, à faire différemment, parce que finalement, travailler les expertises en silo, c'est un peu un naturel pour tous. Et dans le cadre de l'autorité de marque, en fait, ça ne fonctionne plus, hein. Il faut que chaque expertise puisse servir les autres expertises et qu'elle soit alignée pour appuyer un discours de marque complètement à l'unisson. Alors l'idéal, je dis bien l'idéal, hein, est forcément l'organisation en content factory, à l'intérieur de laquelle chaque métier doit être représenté. Et ce modèle d'organisation permet à la marque de produire des contenus, plus généralement de réfléchir ses prises de parole en ayant une vue macro, finalement, qui sert à un objectif commun. Et vous l'avez bien compris, l'objectif commun, c'est l'autorité de sa marque. Et en optimisant sa force de frappe, en capitalisant sur les ressources internes, la marque, elle bâtit, elle diffuse, elle valorise son patrimoine digital. Autrement dit, elle valorise ses actifs. Merci Gerline pour toutes ces précisions. Un petit mot chacun peut-être pour la fin, pour conclure ce podcast. Oui, je vais reprendre la parole. Allez. En 2025, il y a déjà plus, mais il y aura plus un search, hein, mais bien des search. Ça, c'est important de le concevoir et de le penser, et surtout de le croire. Les marques n'ont plus le choix, hein. Elles doivent devenir autoritaires pour gagner leur place et la maintenir, hein, face à toute la concurrence qu'il y a autour d'eux. En orchestrant finalement intelligemment tous les leviers owned et earned dont on vient de parler. Et bien évidemment, le paid, on y revient, hein, ce n'était pas le sujet du WAMcast, mais c'est important. Les marques, elles vont gagner non seulement en visibilité, mais elles bâtiront leur autorité de manière pérenne et efficace. Oui, c'est super important de comprendre que l'autorité digitale, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on construit du jour au lendemain. C'est vraiment un vrai travail de fond, un processus qui prend du temps. Chaque jour, il faut nourrir cette autorité avec des contenus pertinents, bien pensés, en s'assurant d'être toujours plus visible de manière organique. Et en fait, c'est là que le travail entre own et earn média devient essentiel. Parce qu'on ne le redira jamais assez, hein, mais ce n'est pas du one-shot, c'est vraiment un vrai engagement sur le long terme. En vérité, vous l'avez compris, la démarche est exigeante, mais clairement, le jeu en vaut la chandelle, hein. Pour finir de vous convaincre, d'ailleurs, je vous invite à tous ceux qui sont intéressés, en tous les cas, à consulter les différents webinaires, articles de blog qui traitent de ces sujets-là et qui sont disponibles sur notre site et sur notre blog. Parfait. Qui couvrent, je pense, une grosse partie de la question. Et vous allez en plus y trouver des chiffres, des illustrations et plein de choses pour passer à l'action en 2025.
Tout à fait. Merci Nicolas. Merci à vous trois pour toutes ces informations et vos précieux conseils. On en sait plus désormais sur l'importance de cette complémentarité entre le earned et le owned media. C'est la fin de ce 53e numéro du WAMcast. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez retrouver cet épisode et tous les autres, rendez-vous sur notre site agence-wam.fr, rubrique WAMcast bien sûr. Et dans le cadre de notre stratégie on media, j'ai suivi, vous avez vu ça. Retrouvez-nous également sur LinkedIn. Dana, Nicolas, Géraldine et tous nos collègues de l'agence WAM vous livrent régulièrement de bons conseils pour développer la visibilité et l'autorité digitale de votre marque. Et puis n'hésitez pas à vous abonner au WAMcast sur vos applications de podcast pour être sûr de ne rater aucune information. On se retrouve le mois prochain sans faute pour un nouveau numéro du WAMcast. À très vite.